bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous emmène aux frontières de l'histoire, des légendes, de l'anthropologie et du fantastique. Je vais vous parler des origines de deux créatures légendaires, les loups-garous et les dragons. On verra qu'on trouve des figures apparentées ou similaires dans différentes cultures tout autour du monde, et comment elles ont évolué au fil du temps pour devenir ces créatures familières dans la fiction. Et puis c'est amusant aussi de savoir d'où viennent ces êtres qui ont colonisé l'imaginaire. Il y aura d'autres épisodes de cette émission dans le futur sur les elfes, les nains, les trolls, ou encore les sirènes et les licornes. Mais aujourd'hui, on commence avec les dragons et les loups-garous. Alors installez-vous confortablement, on va commencer. Merci de prendre un instant pour vous abonner, commenter, liker cet épisode. Ça aide cette émission à être visible. Ensuite, laissez la tension qui contracte vos épaules se relâcher. Et on est parti. On va commencer notre exploration à la fin du XVIe siècle, plus précisément en Allemagne, près de Cologne, parce qu'il y est survenu des événements qui sont révélateurs d'une quasi-psychose collective, à l'époque, autour des loups-garous. À cette période, l'Allemagne est l'épicentre de la réforme protestante. Les catholiques et les protestants se battent, parfois littéralement, pour obtenir le droit de suivre la pratique religieuse de leur choix, voire de l'imposer aux autres. L'Allemagne du XVIe siècle, c'est une multitude de petits États, des royaumes, des principautés, des villes indépendantes, des évêchés, et bientôt les divisions religieuses et politiques vont dégénérer dans la guerre de 30 ans. Alors que l'Église catholique tremble sur ses bases, après avoir incarné l'ordre et la continuité pendant des siècles, les guerres de religion font rage et les accusations d'hérésie volent dans les deux sens. À cette période, dans une grande partie de l'Europe, une peur surnaturelle se répand ou s'accroît. On est à l'époque des plus grandes chasses aux sorcières. Il y a des accès de panique autour de la crainte du vampirisme, et c'est un contexte dans lequel il est très dangereux d'être un marginal. Être en dehors d'une communauté, si on est au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est courir le risque d'être accusé de commerce avec le diable, ou de pratiques occultes, et d'être jugé. C'est exactement ce qui est arrivé à Peter Stump, un paysan assez aisé d'un village de l'électorat de Cologne. L'électorat de Cologne, à cette époque, c'est un micro-État, une principauté ecclésiale qui est gouvernée par l'archevêque de Cologne. Peter Stump est veuf, avec 2 enfants, et peut-être à cause de jalousie, ou parce qu'il s'est converti au protestantisme, alors qu'un nouvel archevêque essaye de réinstaurer la primauté du catholicisme à Cologne. Il va être accusé d'être un loup-garou. Il est arrêté et soumis à la question, un procédé qui inclut éventuellement de la torture. Et sous la pression, il confesse s'être livré à la magie noire depuis son enfance. Il dit que le diable lui a donné une ceinture magique et que quand il la porte, il se transforme en un loup énorme, au croc acéré, doté d'un appétit insatiable pour la chair humaine ou animale. Et enfin, il avoue avoir tué et dévoré 14 enfants, y compris un des siens, et d'innombrables chèvres, agneaux ou moutons.
Cette soi-disant ceinture magique ne sera jamais trouvée après son arrestation. Mais ses aveux et différents témoignages vont être considérés suffisants pour le condamner. En particulier, ce qu'on retient contre lui, c'est qu'un grand loup qui aurait été aperçu dans les environs a une patte blessée. Et il se trouve que Peter Stump a aussi une vieille blessure à la main. Donc son destin est scellé, il est condamné à mort, et on assure la publicité de son procès pour avertir la population des risques de laisser le diable approcher. Et peut-être bien aussi celui de se convertir au protestantisme. Il y aura un seul procès de ce type à Cologne, mais il est révélateur d'un phénomène plus large, qui touche plusieurs régions d'Allemagne et le nord de la France, en même temps que les chasses aux sorcières. Des femmes, en majorité, mais aussi quelques hommes, peuvent être accusés de sorcellerie, et en parallèle, un nombre plus restreint d'hommes vont être suspectés d'être des loups-garous, et de se transformer en loups, assoiffés de sang. À cette époque, la peur du loup est encore assez vivace en Europe. Paradoxalement, parce que des attaques surviennent parfois, mais elles sont devenues très rares. Les populations de loups ont beaucoup décliné depuis le Moyen-Âge, à la fois parce qu'on les chasse, et aussi parce que les surfaces de forêt ont beaucoup régressé. On a énormément défriché. En plus, les loups fuient les hommes, ils se cachent, et leur prédation est surtout un problème pour les troupeaux, pour les bergers. Entre les bouleversements politiques et religieux, les superstitions, des mécanismes de recherche de boucs émissaires et des phénomènes de paranoïa, on peut comprendre pourquoi les chasses aux sorcières ou aux loups-garous ont lieu. Mais pourquoi spécifiquement cette peur des hommes qui se changeraient en loups? Quelque chose qui n'a évidemment jamais été observé directement. Pour comprendre cette figure, ce motif du loup-garou, il faut aller bien plus loin dans le temps et chercher les origines de ce concept d'humain avec le pouvoir de se transformer en loup, que ce soit volontairement ou involontairement, comme effet d'une maladie ou d'une malédiction. Ce terme, loup-garou, c'est un peu un pléonasme. Le terme garou a une origine germanique. Il vient du dialecte des Francs, Variwulf, homme-loup, une racine germanique qui donnera Werwolf en allemand et Werewolf en anglais. En ancien français, Variwulf devient le garoul, qui donnera garou. Donc c'est un pléonasme parce que garou, ça veut déjà dire homme-loup. Donc dans loup-garou, on répète loup une deuxième fois. Cette étymologie est révélatrice, en tout cas, parce qu'elle nous invite à chercher une origine de l'homme qui se change en loup du côté des peuples germaniques. Le folklore des loups-garous en Europe centrale et de l'Ouest est très influencé par les croyances pré-chrétiennes des peuples germaniques. La transformation d'homme en loup est une caractéristique assez récurrente de leur mythologie. Et on pense que c'était un des aspects de l'initiation de leur classe guerrière. Symboliquement, la transformation d'un homme en loup reflèterait la transformation d'un adolescent en homme, en guerrier. Un adulte qui trouverait en lui l'esprit animal et la férocité nécessaires pour accomplir son destin. Peut-être que ce type de transformation symbolique est encore plus ancienne et plus répandue parmi les peuples indo-européens. Je vous ai déjà parlé d'eux à plusieurs reprises. Ce sont des peuples qui ont migré d'une région qu'on situe au nord du Caucase, il y a plusieurs milliers d'années.
Ils se sont répandus du nord de l'Inde jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Ils se sont mêlés aux populations plus anciennes et ils ont divergé culturellement entre eux. Mais il semble que partout ils aient laissé une empreinte profonde sur les cultures, les langues ou l'organisation sociale, même si ce dernier point est plus contesté. Bref, les anciens Persans, les Grecs, les Romains, les Celtes, les Slaves, ont tous des origines indo-européennes, ainsi que les Germains. Ça pourrait expliquer que dans l'Europe slave et dans les Balkans, une tradition folklorique similaire autour des loups-garous existe. Et en Europe de l'Ouest, les peuples germaniques se répandent largement au-delà de l'Allemagne moderne, en France, en Grande-Bretagne, en Scandinavie, et il semble y être à l'origine du mythe du loup-garou. Et cette origine historique peut aussi expliquer pourquoi au Moyen-Âge, le loup-garou est associé au diable. Les différents peuples germaniques sont christianisés au cours du Moyen-Âge. Et cette croyance dans la transformation d'homme en loup, c'est un mythe païen. Il faut l'effacer avec le reste des croyances anciennes pour faire place aux préceptes du christianisme. Donc le loup-garou devient un emblème, un symbole du paganisme, par extension aussi de l'hérésie. Le mythe ne disparaît pas, il est réinterprété dans un contexte chrétien comme une manifestation du mal, d'hommes qui commercent avec des forces obscures, diaboliques. En dehors du monde germanique, je vous disais que d'autres peuples indo-européens avaient une croyance comparable. Un exemple, c'est la Grèce antique. Plusieurs auteurs grecs ont écrit sur l'histoire légendaire du roi Lycan d'Arcadie. La légende a différentes versions, mais elles reviennent toutes à ce que Lycan déplaise à Zeus, et en punition, le roi des dieux le transforme en loup. C'est de cette histoire que provient le terme lycanthropie, la condition qui affecterait les loups-garous. Un lycanthrope, terme qui a été forgé bien après l'époque grecque, mais avec une racine grecque, c'est un loup-garou. Et ça a le même sens en grec. Loukos, loup, et anthropos, humain. La Grèce a d'autres histoires de lycanthropie, d'autres légendes. Par exemple, l'une d'elles dit qu'en Arcadie, l'Arcadie était située dans le Péloponnèse, on est au cœur de la Grèce antique. Donc en Arcadie, selon cette histoire, il y avait une tribu qui choisissait chaque année un homme qui était envoyé à un marécage. Il abandonnait ses vêtements et il se plongeait dans l'eau pour y nager et se transformer progressivement en loup. Après quoi, il rejoignait une meute de loups pour 9 ans. S'il s'abstenait de goûter à la chair humaine pendant ces 9 années, il pouvait retourner au marais, y nager et reprendre sa forme humaine. Donc ce type d'histoire existe, mais pour autant, les lycanthropes ne sont pas un type de créature mythologique très connu dans l'Antiquité gréco-romaine, comparé à d'autres. La résurgence du concept et sa popularisation a lieu bien plus tard, au Moyen Âge. Et ça n'a pas lieu que dans des contes folkloriques qu'on se raconte au coin du feu. On mentionne les loups-garous dans des textes légaux, par exemple dans le code de loi du roi Knut, au début du XIe siècle. Knut, c'est un prince danois qui s'empare du trône d'Angleterre, et pendant quelques années, il règne sur les pourtours de la mer du Nord, l'Angleterre, le Danemark, la Norvège. Donc ce code de loi qu'il promulgue fait référence explicitement au loup-garou.
En dehors des hommes de loi, des ecclésiastiques du Moyen-Âge écrivent aussi sur les loups-garous. Et à en juger par leurs textes, ils n'en parlent pas comme d'une supposition ou d'une superstition, mais plutôt comme d'un fait établi. Il y a eu des dizaines de témoins oculaires prétendus qui ont affirmé à travers l'Europe avoir vu des hommes se changer en loups. Donc le loup-garou est connu, mais au Moyen-Âge il n'y a pas de grande peur généralisée autour de lui. C'est plutôt au début de l'époque moderne que ça commencera, à la fin du XVe et au XVIe siècle. Là où les croyances germaniques pré-chrétiennes durent le plus longtemps, c'est en Scandinavie, jusqu'à la fin de l'époque viking. En particulier, il y a des guerriers dans les sagas scandinaves dont vous avez peut-être entendu le nom, les berserks ou les berserkers. Littéralement, berserker, ça veut dire celui qui porte une peau d'ours. Ils sont moins connus, mais à côté, il y avait aussi les Ulfednar, des guerriers en peau de loup. Ces guerriers en peau d'ours ou de loup étaient sujets à des états de transe, de fureur sacrée, qui les rendaient comme des fauves, surpuissants et d'une férocité inhumaine au cœur des batailles. Et les Scandinaves pensaient que ces guerriers étaient habités par des esprits animaux. Les guerriers loups sont parfois décrits comme les guerriers particuliers du dieu Odin. Mais là, le mythe et la réalité se rejoignent, parce que certains guerriers vikings semblent connaître des états comparables. Ils portent des peaux d'ours ou de loup pour indiquer qu'ils sont des berserks et que dans le feu de la bataille, ils ne seront pas forcément capables de faire la différence entre amis et ennemis. Leurs compagnons savent qu'il faut mieux garder ses distances si un combat commence. On ne sait pas exactement ce qui cause cet état de rage incontrôlable. Une fois qu'elle se termine, les guerriers peuvent se retrouver faibles et épuisés et mettre des jours à s'en remettre. Ça pourrait avoir été une sorte d'hystérie, de transe, induite par des rituels, une sorte de conditionnement avant la bataille. Ça pourrait avoir aussi été des drogues ou beaucoup d'alcool. Mais on a trouvé dans des tombes vikings, au Danemark, des graines de plantes hallucinogènes qui pourraient avoir entraîné ce type d'effet. Dans tous les cas, cette curiosité que sont les berserks pourrait avoir aussi inspiré des légendes sur les loups-garous. Évidemment, ces guerriers ne se transformaient pas en animal, mais ils semblaient habités par le type de bête féroce que les gens associaient à l'image du loup ou de l'ours. Et étant donné que les Vikings terrorisent différentes régions d'Europe à la fin du premier millénaire, ça pourrait aussi expliquer la peur médiévale du loup-garou et avoir renforcé son image païenne. Maintenant, si on regarde ailleurs qu'en Europe, les mythes sur des hommes qui se changent en animaux sont vraiment très répandus, mais ils s'adaptent aux prédateurs locaux. En Afrique, il y a des légendes sur des hommes lions et des hommes léopards. En Asie, en Inde et en Chine, sur les hommes tigres. En Mésoamérique, les hommes jaguars. Donc ce concept d'humain qui se change en prédateur, ou l'inverse, des prédateurs qui prennent apparence humaine, ça semble apparaître spontanément dans des cultures très éloignées. Pourquoi ça ? Déjà, c'est peut-être une façon d'apprivoiser la peur de la nature, ou d'exprimer par une métaphore la part animale qui existe chez l'être humain. Peut-être aussi que c'est une façon d'expliquer des meurtres sans faire endosser la responsabilité à l'être humain ou à la nature humaine. Celui qui tue en dehors d'un contexte guerrier, surtout à plusieurs reprises,
doit être au moins partiellement une bête, parce qu'il est dérangeant d'admettre que son humanité est la seule responsable. L'hybridation entre homme et animal, c'est aussi une façon d'invoquer symboliquement des caractéristiques qu'on désire. La force, le courage, la vitesse. On y reviendra plus en détail dans un épisode à venir sur les sirènes et ces formes d'hybrides légendaires entre hommes et animaux. Pour en revenir à l'Europe, je vous disais que la préoccupation autour de la lycanthropie devient vraiment plus grande après le Moyen-Âge, à l'époque moderne. Ça accompagne les chasses aux sorcières, et les deux sont très souvent associés. En comparaison, l'accusation de lycanthropie est beaucoup moins fréquente que celle de sorcellerie. Donc à cet égard, elle est plus marginale. Mais on a des transcriptions de procès en lycanthropie dans quasiment toute l'Europe. Depuis la Suisse, où les premiers procès de ce type apparaissent, à la Baltique, en passant par l'Allemagne ou la France, partout. Cette vague dure jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et ensuite, c'est le reflux. La croyance dans la lycanthropie n'est plus prise au sérieux. Ça donne l'impression que les loups-garous au XVIe et XVIIe siècle, c'est un peu comme les ovnis du XXe siècle. Un phénomène social qui fait que des centaines de personnes témoignent en avoir vu. Une littérature se développe autour, et l'histoire paraît trop grosse pour ne pas avoir au moins une part de vérité. Mais comme en même temps on n'a jamais rien de vraiment très concret à se mettre sous la dent, pas de spécimens, des témoignages dont on peut douter et qui sont souvent indirects, la thèse finit par passer de mode. Dans certains cas, il est vrai qu'il y a eu des affaires de cannibalisme pas très ragoûtantes derrière ces accusations, mais sans qu'on puisse les relier vraiment à des loups. Dans d'autres cas, c'est parti d'attaques de vrais loups, des attaques rares sur des personnes, mais pas inexistantes, et ces attaques sont prouvées. Mais on a accusé des personnes d'en être responsables, sans autre preuve que des témoignages à charge et des aveux, généralement obtenus sous la contrainte. Dans aucun de tous ces procès, on arrive à reproduire le processus de transformation, ou à prouver formellement que c'est un loup-garou qui a commis des attaques. Mais sur la foi des témoignages et des aveux, on condamne quand même. Après le XVIIe siècle, le regard sur la lycanthropie change avec la période. On la voit de plus en plus comme une superstition, et on l'envisage de nouvelles manières, qu'on pourrait qualifier de plus scientifiques. Et si c'était plutôt une pathologie mentale, qui rendait certaines personnes convaincues d'être des loups, et les faisait agir en conséquence. Et si c'était plutôt une maladie, une sorte d'infection, qui se manifesterait par une transformation réversible en animal. L'hypothèse de la maladie qui provoquerait une transformation peut faire un peu sourire aujourd'hui. Mais par contre, il existe un syndrome en psychiatrie, quelque chose de tout à fait documenté, qu'on appelle la lycanthropie clinique, qui se manifeste par la croyance du patient qu'il s'est transformé en loup ou en un autre animal. En dehors du champ psychiatrique, il y a aussi un syndrome appelé l'hypertrichose, qui peut avoir différentes causes, et qui se manifeste par une pilosité anormale, envahissante, sur toute ou partie du corps. Ou encore une maladie célèbre qui pourrait avoir inspiré les mythes, c'est simplement la rage. Une maladie virale, une encéphalite, qui provoque des symptômes nerveux, des mouvements incontrôlés ou une grande agressivité. Tous ces aspects médicaux ont peut-être joué un rôle,
mais à eux seuls, ils ne sont quand même pas totalement convaincants. Déjà parce qu'ils n'expliquent pas une transformation temporaire, on n'est pas affecté de particularités physiques à mi-temps, et les pathologies mentales que je vous ai mentionnées n'expliquent pas comment on pourrait avoir une vie sociale normale et contrôlée la plupart du temps, entrecoupée de crises aussi radicales et ponctuelles. En tout cas, comme pour les vampires, un ensemble de croyances populaires s'installe autour du loup-garou. Et alors qu'au XVIIIe siècle, on n'y croit déjà plus, c'est une figure qui est prête à être reprise par la littérature gothique du XIXe, qui se nourrit du folklore et des légendes qu'elle recycle dans la fiction. Cet ensemble de croyances varie en fonction des régions, et parfois elles peuvent être contradictoires. Par exemple, la transformation en loup est parfois temporaire et réversible, ou alors permanente, ou encore un peu des deux. Un individu affecté par la lycanthropie se transformerait de plus en plus souvent, jusqu'à finir par rester définitivement sous forme animale. Parfois, la personne se transforme elle-même en loup dans certaines régions, alors que d'autres fois, elle transfère juste son esprit dans un animal réel. Il y a aussi une liste de traits physiques dans certaines régions, qui sont considérés comme des indicateurs qu'une personne est peut-être un loup-garou. Par exemple, la jonction des sourcils, ou des ongles incurvés comme des griffes, ou encore des oreilles placées bas sur la tête. Une superstition en Russie dit qu'on peut reconnaître des loups-garous à des poils sous leur langue. Dans d'autres pays, on raconte que pour en avoir le cœur net, il faut faire une incision dans leur peau. Une fourrure apparaîtrait en dessous. Une nouveauté du XXe siècle, dans les films notamment, c'est qu'on représente souvent les loups-garous comme anthropomorphiques. Ils ne se transforment pas vraiment en loups, mais plutôt en créatures mi-homme, mi-loup, qui peuvent encore marcher sur leurs deux jambes. Cette façon de représenter les loups-garous, c'est une invention récente. Les gens croyaient autrefois en une transformation complète qui rendait le loup-garou impossible à distinguer d'un loup. Un trait universel à travers l'Europe, mais qui lui a été laissé de côté par le cinéma et la littérature fantastique, c'est qu'on croyait que les loups-garous avaient tendance à manger les corps fraîchement enterrés. Et encore une autre invention récente, c'est le mode de transmission de la lycanthropie. Aujourd'hui, les fictions expliquent la lycanthropie soit comme le résultat d'une morsure par un loup-garou, une sorte d'infection, ou alors par la génétique. Les parents passeraient cette caractéristique à leurs enfants. Tout ça, ce sont des explications modernes ou récentes. Autrefois, on pensait que la transformation était causée par le fait de porter une ceinture en peau de loup, ou la peau entière. Dans d'autres cas, on croyait que c'était l'effet d'une potion, concoctée par une sorcière, ou parce qu'on avait bu de l'eau de pluie puisée dans l'empreinte d'un loup, dans le sol, ou encore que c'était le résultat d'un pacte avec le diable. En Italie, en Allemagne et en France, il se disait que quelqu'un qui dormait à l'extérieur, par une nuit de pleine lune, pouvait être changé en loup-garou. Cette croyance qui relie les loups-garous à la lune, elle provoquerait leur transformation ou leur donnerait de la force. Ça par contre, c'est une idée qui a été adoptée, reprise par la littérature fantastique. Ça fait partie des clichés sur les loups-garous qu'on attend dans la fiction. Il y avait aussi des remèdes pour ramener les gens à l'état humain et guérir les victimes de lycanthropie. Parfois des remèdes assez doux. En Allemagne, dans le Schleswig-Holstein,
il se disait que pour guérir un loup-garou, il suffisait de s'adresser à lui 3 fois par son nom chrétien, son nom de baptême. Ou alors une croyance danoise était qu'on pouvait soigner un lycanthrope simplement en lui faisant la leçon, en lui faisant réaliser ses errements. D'autres traitements étaient plus extrêmes. L'exorcisme pouvait être une méthode, ainsi que différentes potions. Des potions qui souvent utilisaient une espèce de plante, les aconites, qu'on trouve dans les régions montagneuses de tout l'hémisphère nord. Elles donnent de jolies fleurs. Le problème, c'est que beaucoup d'espèces d'aconites sont aussi très toxiques. On les a utilisées depuis l'Antiquité pour élaborer des poisons, entre autres pour oindre des flèches. Donc ce type de remède prescrit par des médecins au Moyen-Âge était en fait mortel pour les patients. Mais c'était considéré comme valable malgré tout, parce que leur âme serait sauvée. Dans les folklores allemands et anglais, les loups-garous sont aussi présentés comme très résistants aux blessures. Mais au XIXe siècle, la littérature gothique invente qu'une chose peut les blesser, l'argent, le métal argent. C'est un autre trait qui reste très répandu dans les fictions avec les loups-garous, les balles ou les armes en argent. Toutes ces croyances populaires sur l'apparition des loups-garous, comment réagir face à eux, comment les soigner ou les juger, toutes ces croyances s'affaiblissent au XVIIIe siècle. Elles sont de plus en plus vues comme des superstitions ou du folklore. En dehors des changements de mentalité, du développement de la méthode scientifique et d'un âge qui se veut plus rationnel, c'est lié aussi à un facteur plus pratique. La peur du loup s'efface peu à peu en Europe de l'Ouest. Dans les pays qui sont plus densément peuplés, comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre ou les Pays-Bas, les loups sont éteints ou cantonnés à des régions bien identifiées. Et les attaques de loups deviennent vraiment exceptionnelles. Mais en Scandinavie, en Europe de l'Est ou en Russie, elles restent un danger plus palpable, plus réel, parce qu'il y a de grandes étendues de forêt avec des zones peu denses en population. Donc à l'ouest, cette crainte s'efface, et un des tout derniers incidents notables en France, c'est l'histoire de la bête du Gévaudan au XVIIIe siècle. Et justement, elle devient célèbre parce que c'est devenu exceptionnel. Ça a lieu justement dans une région peu peuplée, un peu reculée, où il y a encore des loups. Des gens du Gévaudan commencent à rapporter des attaques perpétrées par une créature terrifiante qui ressemblerait à un énorme loup, mais avec une longue queue et des crocs et des griffes terrifiants. Sur une durée de 3 ans, de nombreuses personnes sont attaquées et tuées, ce qui donne lieu à des parties de chasse, et même à une intervention royale pour mettre fin aux ravages de cette bête mystérieuse. Plusieurs grands loups sont tués, et à chaque fois on espère que ça soit terminé, mais les attaques reprennent peu de temps après. Quelques survivants et témoins décrivent une bête inconnue. Ils la comparent à un loup parce que c'est ce qu'ils connaissent, mais les descriptions font penser à autre chose, surtout avec cette longue queue et des griffes acérées. Pour le coup, ces attaques ne sont pas une rumeur ou une légende, elles sont réelles. Il y a des témoins, ils sont crédibles, et donc quelque chose de vraiment inhabituel a lieu. Finalement, après 3 ans, les attaques vont cesser d'elles-mêmes, et l'histoire reste un mystère. Ça pourrait avoir été l'œuvre effectivement d'un loup particulièrement grand, ou d'une meute. Une autre explication possible serait que ce soit un lion ou un tigre, ou encore un ligre, le croisement d'un lion et d'un tigre,
C'est possible, justement à cause de cette taille énorme qui est mentionnée. Le croisement entre lion et tigre élimine un gène qui limite la taille des deux espèces. Donc le ligre est sensiblement plus grand que ses parents. Alors ça pourrait être un animal qui se serait enfui d'un zoo privé et qui aurait trouvé un moyen de survivre dans les bois en attaquant du bétail et des gens. Les descriptions ne sont pas non plus précisément celles d'un grand félin, donc la bête du Gévaudan restera encore probablement un mystère pour longtemps. Mais ce qui est révélateur de l'évolution des mentalités, c'est qu'à cette époque, presque personne n'a cherché une explication surnaturelle ou mis le problème sur le dos du diable ou d'une malédiction. 1 ou 2 siècles avant, c'est le type d'explication qui aurait immédiatement émergé, et une chasse aux sorcières aurait probablement suivi, avec des condamnations de personnes à la clé. Ça en dit assez long sur le changement d'époque. Il pourrait avoir été raisonnable de penser à cette époque que les loups-garous seraient définitivement oubliés. En fait, si on les connaît encore, c'est par ce revival du folklore au XIXe siècle et au XXe siècle, dans la littérature et les médias, sous forme d'êtres de fiction. Dans le cas des loups-garous, ils sont brièvement mentionnés par Bram Stoker dans ses œuvres, l'auteur du roman Dracula. Mais ils reviennent dans la culture populaire, surtout dans les années 1930 et 1940, à un moment où le genre des films de vampires a déjà été bien exploité, et on a envie d'introduire un autre type de créature, pour rafraîchir un peu le genre du film gothique ou d'épouvante. Notamment, il y a un film de 1935, Le loup-garou de Londres, qui est le premier à faire figurer un loup-garou anthropomorphique, un hybride d'homme et de loup, qui rompt avec la tradition historique du loup-garou qui devient simplement un loup. Le premier film a montré que la transformation en loup-garou est causée par la pleine lune, sort en 1943. Ça s'appelle Frankenstein et l'homme-loup, un film de série B, mais qui installe le lien entre lune et loup-garou. Et ensuite, le genre continue à produire régulièrement des films avec des loups-garous, jusqu'à récemment Twilight ou les films de la série Underworld. Avec le temps, les loups-garous sont devenus plus neutres. Ils peuvent être des monstres, mais parfois ils sont héroïques, ça dépend des histoires. Cette façon de reprendre d'anciennes figures de monstres pour les humaniser ou les rendre plus ambigus, ça c'est une caractéristique des 30 ou 40 dernières années, sur lequel on reviendra aussi dans de futurs épisodes. Pour le moment, passons à nos autres invités de ce soir, les dragons. Et pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire, une histoire que vous connaissez déjà d'une façon ou d'une autre. Il était une fois, il y a longtemps, quand il y avait encore des empereurs à Rome, il y avait un soldat grec, membre de la garde prétorienne, une unité d'élite qui protégeait les empereurs. Les gardes prétoriens étaient parfois envoyés en mission pour le compte de l'empereur. Et un jour, Georges, c'était le nom de ce soldat grec, fut envoyé en Libye. Dans cette contrée, il y avait une ville, Silène, qui était terrorisée par un dragon féroce. Pour éviter qu'il attaque et détruise leur ville, les habitants lui donnaient 2 moutons chaque jour. Mais ça n'était pas toujours suffisant. Et parfois le dragon réclamait en plus qu'on lui sacrifie des humains. Et à chaque fois que ça se produisait, les habitants devaient choisir l'un d'entre eux pour être offert en pâture au dragon. Alors que Georges était à Silène, la fille du roi de la ville fut choisie pour être sacrifiée.
Et comme personne ne voulait prendre sa place, Georges décida qu'il ne laisserait pas la princesse mourir, et qu'il fallait que quelqu'un mette fin à la tyrannie de ce dragon. Il prit sa place, et une fois face au dragon, il engagea le combat contre lui. Après un combat acharné, il en vint à bout en le transperçant avec sa lance. De retour en ville, le roi lui fut tellement reconnaissant d'avoir sauvé sa fille et débarrassé ses sujets du monstre qu'il lui offrit un grand trésor. Mais Georges n'avait pas d'intérêt pour les richesses matérielles et il était généreux. Alors il distribua tout aux habitants de Silène, qui en furent si marqués qu'ils décidèrent de devenir chrétiens comme lui et de recevoir le baptême. Cette légende, c'est celle de Saint Georges et du dragon, qui est aussi une version de cet archétype du héros qui sauve une princesse des griffes d'un dragon. Dans l'iconographie occidentale, Saint Georges est presque toujours représenté avec une lance, en train de transpercer un dragon. À la fin du Moyen Âge, tout le monde dans la chrétienté connaissait cette légende. Ses traces les plus anciennes proviennent d'un texte géorgien du XIe siècle. À partir de la Géorgie, l'histoire s'est répandue dans tout le monde byzantin, et notamment à la suite des croisades, elle a atteint le reste de l'Europe. Au départ, elle se raconte plutôt dans les cercles aristocratiques, comme une histoire de chevalerie. Mais ensuite, elle se diffuse dans toute la population. Et au XIIIe siècle, elle devient un thème littéraire qui est repris régulièrement. Le Georges en question, qui est devenu Saint Georges, a vécu au IIIe siècle, et c'était un soldat chrétien. Par contre, la légende qui lui attribue le combat contre le dragon est largement postérieure. On n'en a pas la trace avant le XIe siècle. Et cette légende reflète aussi la représentation traditionnelle des dragons dans la culture occidentale. Des monstres qui doivent être soit vaincus ou apprivoisés, généralement par des héros. Ils crachent souvent du feu, ils sont puissants, ils peuvent voler, et parfois ils ont un repère dans une grotte où ils veillent sur un trésor. Les dragons de la littérature fantastique empruntent tout ou partie de ces différents traits. Mais ça n'est qu'un aspect, une facette de ces créatures. Parce que de la même façon que la croyance en des humains qui se transforment en animal traverse différentes cultures, des dragons ou des animaux similaires apparaissent tout autour du monde, en Asie, au Moyen-Orient, ou en Europe. Les dragons chinois sont eux aussi assez familiers. Ils ne volent pas vraiment, en tout cas ils n'ont pas de grandes ailes, mais plutôt ils flottent dans les airs, et ils ressemblent un peu à de gros serpents, avec de petites pattes et une tête cornue. Alors faisons un tour d'horizon, que ce soit en Amérique, en Afrique ou en Eurasie. On trouve presque systématiquement des créatures mythiques, serpentines, ou inspirées des lézards. Cette universalité, ça pose la question de savoir pourquoi ces figures apparaissent aussi souvent. Une première explication possible, c'est que l'être humain hérite d'une peur instinctive de certains animaux, les serpents, les grands félins, les grands oiseaux de proie, un héritage qui proviendrait de milliers de générations pendant lesquelles se tenir à distance de ces animaux était une question de survie. D'ailleurs, ça le reste dans certains coins du monde. Par exemple, on a observé que la peur des serpents était très répandue chez les enfants, y compris dans des régions où les serpents sont rares et pas vraiment dangereux. En grandissant dans le monde moderne,
beaucoup de personnes dépassent cette peur des serpents. Mais ça reste un groupe d'animaux qui n'est pas très aimé et face auquel on a souvent une réaction de panique. D'où l'idée que la figure du dragon pourrait être apparue dans beaucoup de cultures à cause de la peur innée des serpents. D'ailleurs, toutes les représentations de dragons les plus anciennes qu'on connaisse ressemblent fortement à des serpents. Une autre source d'inspiration des dragons pourrait aussi être la découverte de fossiles d'animaux, comme les dinosaures ou d'autres animaux préhistoriques, ou encore la connaissance de reptiles exotiques dont la taille aurait été exagérée. C'est vrai que si on considère les crocodiles, les alligators, les iguanes, les dragons de Komodo ou d'autres grands lézards, la plupart des anciennes civilisations étaient soit en contact, soit auraient pu entendre parler de ces animaux. Pour ce qui est des fossiles d'animaux préhistoriques, ils ont pu être découverts accidentellement. Il y a des gisements de fossiles en Chine, en Inde ou autour de la Méditerranée. Et notamment en Méditerranée et en Afrique, il y a beaucoup de restes d'un herbivore éteint appelé Samotherium, qui a vécu après les dinosaures, entre il y a 20 millions d'années et 3 millions d'années dans le passé. Il disparaît au Pliocène. Les crânes de Samotherium peuvent facilement faire penser à un dragon, parce qu'ils ont 2 cornes et un air assez féroce, même si en réalité l'animal vivant ressemblait plutôt à une petite girafe. En Chine aussi, des ossements fossilisés sont connus depuis longtemps. Ils servent même d'ingrédients réduits en poudre dans la médecine traditionnelle, et on les appelle d'ailleurs des os de dragon. Cette explication par les fossiles a ses limites, parce qu'il y a des régions sans découverte de fossiles, comme la Scandinavie, qui ont quand même leurs histoires de dragons et de grands monstres marins. Mais ça a pu contribuer, ou ces histoires ont pu arriver avec les migrations de peuples germaniques ou des contacts extérieurs. En tout cas, des créatures de type dragon sont répandues dans différentes traditions et mythologies. Alors faisons un petit tour d'horizon, ce qui va nous donner une sorte de généalogie du dragon dans les histoires fantastiques. Vous allez voir qu'il est le résultat de différentes influences. Déjà, dans la mythologie égyptienne, il y a une créature appelée Apep. Selon une ancienne tradition égyptienne, un récit, parce qu'il y en avait plusieurs, sur l'alternance du jour et de la nuit. Cette alternance était provoquée par un combat éternel entre le dieu soleil, Ra, et Apep. Le crépuscule, le moment où le soleil se couche, ça aurait été la descente de Ra dans le monde souterrain pour aller combattre Apep. Et les tremblements de terre ou les tempêtes auraient été causés par les rugissements de la créature. Ce sont aussi les Égyptiens qui inventent ce symbole qui s'appelle l'Ouroboros. En tout cas, à ce qu'on sait, ils sont les premiers à le représenter. L'Ouroboros, c'est un cercle formé par un serpent ou un dragon qui avale sa propre queue. On pense que ce symbole représentait la nature cyclique de nombreuses choses, les jours, les années, la vie. Un symbole qui est sans doute attractif parce qu'il se répand largement en dehors d'Égypte pendant l'Antiquité, notamment vers la Grèce qui le fait entrer dans la tradition occidentale. En Grèce antique, on l'associe à la magie et particulièrement à la pratique de l'alchimie. Dans les traités d'alchimie, l'Ouroboros figure souvent comme un emblème, un symbole ésotérique, tel que ceux de la Lune, du Soleil ou de Mercure. On ne sait pas si l'Ouroboros a été réinventé en Scandinavie ou s'il a voyagé depuis la Méditerranée. Les deux sont possibles. Mais on le retrouve aussi dans la mythologie nordique,
comme représentation d'un serpent géant, tellement grand qu'il aurait fait le tour du monde, qui serait entièrement compris dans l'anneau formé par son corps. L'Ouroboros égyptien représentait clairement plutôt un serpent. Par contre, dans l'iconographie européenne, il devient un dragon, avec des petites pattes et des ailes. Toujours au Moyen-Orient, en Mésopotamie, à partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ, on trouve des représentations de monstres inspirés des serpents. Une divinité protectrice à Babylone, par exemple, c'était le Mouchoussou, une créature au corps de serpent, mais avec les pattes avant d'un lion et les pattes arrière d'un oiseau. Probablement indépendamment de ces êtres mythologiques, les dragons apparaissent aussi en Chine, et c'est sans doute l'ère culturelle où ils ont été le plus représentés. Les origines du dragon chinois sont assez vagues, mais les premières images datent d'il y a plusieurs milliers d'années, sur des poteries du néolithique. On est avant même l'invention de la métallurgie. Il y a énormément de récits légendaires en Chine impliquant des dragons, certains rattachés à une région spécifique. Mais contrairement à la tradition occidentale, ces dragons sont le plus souvent des êtres bienveillants, des animaux nobles, qui ont aussi la réputation d'être les plus haut placés dans la hiérarchie animale. Une fameuse légende chinoise dont vous avez peut-être entendu parler explique les origines du zodiaque chinois. Elle raconte qu'un jour, le premier dieu, l'empereur de Jade, voulut choisir 12 animaux pour qu'ils deviennent ses gardiens. Donc il envoya un héros dans le monde des hommes pour annoncer aux animaux qu'ils devaient se diriger à la porte des cieux et que leur rang d'arrivée déciderait de leur classement. Les premiers recevraient les plus hautes places dans la liste des signes du zodiaque. Le jour suivant, de nombreux animaux se pressèrent vers la porte des cieux, et le premier à s'en approcher fut le rat. Mais le rat se trouva face à une rivière qui le séparait de la porte, et il ne pouvait pas la franchir. Il vit un autre animal, le bœuf, qui lui se préparait à traverser. Alors il sauta sur lui pour s'installer dans son oreille et traverser avec lui. Dès qu'ils arrivèrent de l'autre côté, il sauta à terre et courut vers la porte, ce qui lui permit de la franchir en premier, faisant de lui le premier animal du zodiaque, alors que le bœuf prenait la 2e place. Ensuite arrivèrent le tigre et le lapin, et en 5e place, le dragon. Le dragon fit une grande impression au premier des dieux, parce qu'il était le plus beau, le plus brave et le plus fort des animaux déjà arrivés. Et l'empereur de Jade en fut tellement charmé qu'il lui proposa de donner la place suivante, la 6e, à son fils. Mais le dragon n'avait pas de fils. Alors le serpent, qui venait d'arriver et qui était malin, s'avança pour dire que le dragon était son père adoptif, ce qui lui permit de prendre la 6e place. Après eux arrivèrent 6 autres animaux, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon, qui prirent les 6 places restantes dans cet ordre. Au fil de l'histoire chinoise, les dragons deviennent de plus en plus prestigieux, si bien qu'ils finissent par être associés aux empereurs. Le droit d'avoir des dragons représentés sur ses vêtements, ses bâtiments ou ses affaires personnelles finit par être réservé à l'empereur dans les derniers siècles de la Chine impériale. Et en dehors de celles que je vous ai racontées sur le zodiaque, il y a des dizaines d'autres histoires avec des dragons. Une autre raconte l'histoire d'un homme appelé Dong Fu, qui aimait les dragons et les comprenait tellement bien qu'il pouvait les apprivoiser et les élever. Un jour, il fut appelé à servir l'empereur et il reçut le nom de Wanlong, éleveur de dragons. Dans une autre histoire,
qui fait suite à celle-ci, il y a un éleveur de dragons qui vivait sous la dynastie Xia, la toute première dynastie dans l'historiographie traditionnelle chinoise. Cette dynastie aurait régné il y a 4000 ans. En réalité, les historiens considèrent que c'est une dynastie légendaire, pas réelle. Donc, dans cette histoire, l'empereur avait reçu 2 dragons, un mâle et une femelle, comme cadeau du dieu du ciel, en récompense de son obéissance. Mais il ne pouvait pas les dresser, donc il recruta un dresseur de dragons, qui se trouvait être un protégé de Wanlong, celui que je viens de vous mentionner avant. Malheureusement, un jour, le dragon femelle mourut, alors qu'elle était sous sa responsabilité. En secret, l'éleveur la coupa en morceaux et cuisina la viande pour qu'elle soit servie à l'empereur, qui la trouva délicieuse et qui demanda un autre repas identique. Mais comme l'éleveur ne pouvait pas trouver plus de viande de dragon et qu'il ne pouvait pas se résoudre à tuer le dragon survivant, il dut s'enfuir du palais et disparaître. Une des histoires les plus connues en Chine, c'est celle du roi dragon, un dieu de l'eau et des intempéries qui a traversé les siècles en s'adaptant à la culture de différentes époques. C'est lui qu'on célèbre dans les courses de bateaux dragons. Il y en a même des compétitions internationales à Hong Kong de ces bateaux propulsés par des rameurs. L'origine de ces courses date d'il y a 2000 ans, dans le sud de la Chine. Le roi dragon, ou le dieu dragon, a 4 aspects différents qui sont associés aux mers et aux lacs. Il peut prendre la forme d'un dragon vert, ce qui fait de lui le dieu de l'Est, de l'Orient, et le patron de la mer de Chine orientale. Il peut aussi avoir l'aspect d'un dragon rouge, qui gouverne le Sud et la mer de Chine du Sud. Comme dragon noir, c'est le maître du Nord et du lac Baïkal, qui est en Russie aujourd'hui, et aussi de la mer de Chine du Nord. Et enfin, comme dragon blanc, il gouverne l'Ouest et le lac Qinghai, le plus grand lac de Chine. En dehors des courses de bateaux dragons, une autre coutume chinoise bien connue, très répandue, c'est la danse du dragon, qui se tient pendant les festivités du Nouvel An, le festival de printemps. Les gens construisent un dragon très long, typiquement de 5 ou 6 mètres au moins, avec des tiges de bambou, du tissu et du papier. Ce dragon factice est promené à travers la ville ou le village. La fonction originelle de ce rituel, c'était de vénérer le roi dragon pour qu'il apporte une météo favorable et de bonnes récoltes. Aujourd'hui, c'est plutôt vu comme un rituel joyeux et porte-bonheur. En Asie, les dragons ne se limitent pas à la Chine. Il y a des traditions comparables en Corée, au Vietnam, au Japon. Dans tous ces pays, l'influence culturelle de la Chine a été grande et leurs dragons ressemblent aux dragons chinois, avec des particularités locales. En Corée, les dragons sont souvent représentés avec une barbe plus longue. Et là aussi, ils sont bienveillants, ils apportent la pluie quand on en a besoin, et ils favorisent les activités agricoles. Dans le folklore coréen, les dragons commencent leur vie comme des imugi, des dragons inférieurs, dont on dit qu'ils ressemblent à de gros serpents. Pour devenir de vrais dragons, ces imugi doivent survivre 1000 ans. Une fois ce délai écoulé, ils se transforment en vrais dragons. Au Japon, les dragons n'ont pas d'ailes et ils ont 3 griffes. On les y associe aussi aux étendues d'eau et à la pluie, pas au feu comme dans la tradition occidentale. Ces exemples venus d'Asie sont juste quelques-uns parmi beaucoup d'autres. En Inde ou en Mésoamérique, on a aussi des créatures serpentines,
souvent avec des ailes ou capables de voler, comme Quetzalcoatl, le serpent à plumes des Aztèques. Maintenant, pour en revenir à l'Europe, voyons un peu comment, à partir de tout cet héritage de légendes et de mythes, les dragons des mondes fantastiques se sont formés. Dans la mythologie grecque, il y a déjà plusieurs créatures qui ont un aspect de dragon, au moins en partie. Et on ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais ça pourrait être des créatures tirées des mythes indo-européens. Les proto-grecs des 3e et 2e millénaires avant Jésus-Christ sont des indo-européens. Mais ces êtres, proches des dragons, auraient aussi pu être inspirés par le Moyen-Orient. On a évoqué ces figures en Égypte ou en Mésopotamie. Ou encore peut-être que les Grecs les ont réinventés. Le monstre le plus terrifiant de la mythologie grecque, justement, c'est sans doute Typhon, une créature de cauchemar avec une centaine de têtes de serpent capables de cracher du feu. Zeus affronte Typhon et détruit chacune de ses têtes avec des éclairs, après quoi Typhon est exilé dans le Tartare, l'enfer des anciens Grecs. Un autre serpent géant qui pourrait préfigurer les dragons, c'est Python. Selon la légende, il est tué par le dieu Apollon, près du site de Delphes. Après avoir libéré Delphes du monstre, Apollon y aurait installé son temple. Ou encore, il y a l'hydre des marais de Lerne, dont Hercule doit se débarrasser, c'est un de ses travaux. Et encore d'autres exemples. Juste un autre, le héros Jason doit tuer un dragon dans sa quête de la toison d'or. C'est une histoire que je vous raconterai bientôt. Ce qui est intéressant avec les Grecs, c'est que leurs textes sur les dragons ou des créatures apparentées ne sont pas seulement mythologiques. Il y a aussi des récits présentés comme réels où il est question de dragons. Par exemple, l'historien Hérodote, qui n'est pas toujours très crédible, mais il raconte que la région de Libye est peuplée de serpents monstrueux. Il n'y a aucune autre preuve ou témoignage de ça. Mais si vous vous souvenez, l'histoire de Saint-Georges et du dragon que je vous ai racontée au début de cette partie sur les dragons est aussi située en Libye. Elle apparaît très longtemps après l'époque d'Hérodote, mais peut-être que des récits sur ces grands serpents ou dragons libyens circulaient dans l'Antiquité, et que ces deux histoires en sont le reflet. Dans un autre passage, Hérodote raconte aussi que l'Arabie est peuplée de serpents ailés. Et quelques siècles plus tard, un auteur romain parle de dragons qui vivraient loin au sud de l'Éthiopie. Il mentionne de très grandes créatures, apparemment immenses parce qu'elles chasseraient les éléphants pour se nourrir. Ces influences gréco-romaines vont se mélanger avec celles des peuples germaniques pour donner naissance au dragon médiéval de l'Europe de l'Ouest. À cette époque, les références aux dragons sont si nombreuses et anciennes qu'on y croit, de la même façon qu'on croit aux licornes comme étant des animaux réels. L'existence des dragons paraît plausible. Après tout, dans l'Europe médiévale, on ne voit pas non plus de girafes et très rarement des éléphants, mais ils existent. Alors pourquoi pas les dragons ? Dans ces récits médiévaux, se forme une anatomie qui est encore celle des dragons fantastiques. De grandes ailes, des mâchoires puissantes, des cornes et des pattes qui se terminent par des griffes. Un récit médiéval avec des dragons apparaît dans la littérature arthurienne. Je vous en ai parlé il y a quelques mois dans l'épisode correspondant. Il s'agit d'une histoire rapportée dans l'histoire des rois de Bretagne, entendez Grande-Bretagne, un des textes fondateurs de la légende d'Arthur. On y raconte que le jeune Merlin est amené sur le site au pays de Galles où on essaye de construire une forteresse pour se protéger des envahisseurs anglo-saxons. Mais dès qu'on essaye de construire, les fondations s'enfoncent inéluctablement dans le sol,
impossible de construire cette forteresse. Alors Merlin informe les bâtisseurs que les fondations s'enfoncent parce qu'il y a sous le sol une nappe d'eau. On la draine, et à la surprise générale, ces travaux réveillent 2 dragons qui y dormaient. Un dragon rouge, qui symbolise le pays de Galles, et un dragon blanc pour l'Angleterre. Ils se battent et le dragon blanc triomphe, annonçant la victoire de l'Angleterre sur les Gallois. Autant les dragons asiatiques dont je vous ai parlé sont souvent plutôt bienveillants et protecteurs, autant dans l'Europe médiévale, ils deviennent des monstres menaçants. On les décrit comme féroces et on dit qu'ils vivent dans des rivières ou des grottes. Quand la légende de Saint-Georges atteint l'Europe de l'Ouest à la suite des croisades, ça ne fait que renforcer l'image des dragons comme relevant des forces du mal. Pourtant, comme ils sont aussi puissants et effrayants, il y a en même temps une fascination pour eux, un sentiment plus ambigu. Par exemple, ils deviennent aussi un symbole assez prisé dans l'héraldique médiévale, comme les lions ou les tours. On les utilise beaucoup comme emblèmes. À la fin du Moyen Âge, et encore plus dans les siècles suivants, l'hypothèse des dragons comme animaux réels commence à se dégonfler. On a beau explorer le monde et avoir de plus en plus d'informations sur les régions reculées, pas de dragon. Et c'est là que le dragon devient uniquement une figure de conte, une créature fabuleuse. Mais sa popularité ne se dément pas pour autant. Et cette référence réapparaît immédiatement quand la paléontologie fait ses premiers pas au XVIIIe siècle et qu'on découvre de plus en plus de fossiles de dinosaures. Au XIXe siècle, la littérature dite fantastique fait son apparition. Mais l'heroic fantasy, qui fait souvent appel aux dragons, c'est surtout un développement du XXe siècle, en particulier autour de l'œuvre de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Tolkien recycle ou réinvente des créatures tirées des mythologies germaniques, notamment anglo-saxonnes et scandinaves, enrichies de folklore médiéval et de ses propres inventions. C'est comme ça qu'il façonne des créatures comme les elfes, les nains, qui peuplent son œuvre. Et très vite, il introduit aussi les dragons, à commencer par Smaug, le dragon du roman Le Hobbit. Cette image du dragon qui veille jalousement sur un trésor, c'est quelque chose qui est déjà esquissé au Moyen-Âge, mais qui n'est pas très répandu. C'est vraiment Tolkien qui la popularise. À sa suite, le dragon devient une créature de base de la littérature d'heroic fantasy. Un symbole tout de suite reconnaissable de Donjons et Dragons à Harry Potter. Une autre facette qui est introduite vers la fin du XXe siècle, dans la littérature plus enfantine, c'est celle du gentil dragon, un type de créature qui visiblement séduit beaucoup les enfants. Peut-être parce que le dragon, comme allié, ça permet d'affronter ses peurs ou de se sentir spécial. Et encore une modification des dernières années, c'est que dans les films, on les représente de plus en plus avec une sorte de souci scientifique, de réalisme. Peut-être pour intégrer les découvertes paléontologiques autour des grands reptiles volants du passé, on les fait marcher sur leurs pattes arrière et sur les articulations de leurs ailes, comme des chauves-souris. C'est par exemple ce qu'on peut voir dans des films comme Le Hobbit ou la série Game of Thrones. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces deux sujets, loup-garou et dragon. Mais c'est la fin de notre épisode pour ce soir. Je serai bientôt de retour avec un nouveau voyage, une nouvelle aventure de la bibliothèque des rêves. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir une autre histoire. Ou alors, vous laisser aller, garder les yeux fermés et vous endormir. À bientôt
Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.